Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Ils sont bien ces canapés en fait. Ouais, Pourquoi personne ne je s'assoit? sais pas, j'avais un peu peur, je me suis dit peut-être qu'il y a un piège, mais en fait ça va. Ça va. Je te laisse te présenter. Oui, ravi déjà d'être parmi vous pour pouvoir témoigner de notre aventure IA générative qui commence tout juste évidemment. Donc je suis Lydie Percier, je suis responsable de l'innovation pour le groupe Indosuez Wealth Management. Et donc Indosuez, c'est la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole. Donc moi je suis Tony Laden-Macher, je suis directeur du design chez Monsieur Guise. J'accompagne donc tous nos clients sur les problématiques design, que ce soit de l'IA, l'accessibilité, l'Ops, en mise en place de design system, etc. Et j'ai eu l'honneur d'accompagner Lydie sur ces problématiques liées à l'IA chez Indosuez. Donc on va vous raconter un peu finalement comment ça s'est déroulé pour nous, pourquoi on a eu recours au design sprint et pourquoi on a jugé que le design était important. Et puis concrètement comment ça se passe un design sprint. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà expérimenté ça, mais c'est important d'avoir en tête toute la méthode qui est importante. Et je pense que d'ailleurs la phrase qu'on s'est le plus dite, c'est trust the process. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance et à la fin on a. Il a fallu la répéter souvent. Exactement. Donc comment ça a commencé? On avait déjà envie, besoin de savoir quelle pouvait être la perception en fait des collaborateurs autour de l'IA. Parce qu'en fait, c'est pas anodin de dire qu'on va utiliser de l'IA dans son quotidien professionnel, etc. Et on voulait un peu prendre la température. Donc on a commencé par voir si on avait des freins un peu spontanés ou si tout allait bien se passer, globalement. On avait évidemment, comme vous tous, je pense, très très envie de rentrer dans le grand bain et on avait envie d'aller vite. Et pour ça, en fait, il n'y a pas 1000 façons de faire. Il faut utiliser des méthodos d'innovation qui permettent d'aller vite et de se faire des convictions. Et le dernier point qui est vraiment un corollaire du premier, c'est la co-création. En fait, l'expérience d'années de transformation digitale nous a bien montré que plus on associe nos utilisateurs, et en l'occurrence là on est sur des internes, plus on les associe tôt évidemment, et plus on a de chances qu'on ait l'adoption qu'on attend tous. Et donc ça tombe bien parce que c'est une méthode qui permettait d'associer dès le démarrage les utilisateurs, d'être vraiment au plus près de leurs attentes. Alors en effet, on a eu des challenges à relever forcément, puisque qui dit inconnu, intelligence artificielle, on savait qu'on avait plein d'idées un peu préconçues sur le sujet. La première, c'était est-ce que la sécurité, la transparence des données dans le domaine bancaire sur lesquels on va brancher l'intelligence artificielle va finalement pas être un problème, et surtout comment on va pouvoir permettre à l'IA d'y accéder. Donc ça a été vraiment le premier challenge qu'on avait en tête quand on a commencé la réflexion autour de tous ces sujets-là. Le second, c'était, comme l'a un petit peu dit Lydie déjà, l'adoption des collaborateurs. On entend partout, l'IA va nous remplacer, ça va être la guerre des machines, Terminator 2, tout ça. Donc on ne savait pas comment ces projets-là allaient être perçus finalement par les collaborateurs. Nous, on veut leur mettre des outils en main qui vont leur permettre de gagner en productivité, de se concentrer finalement sur la valeur de leur rôle au sein d'Indosuez. Mais on ne sait pas si ces outils-là vont être perçus de cette façon-là quand on va leur dire qu'il y a de l'IA derrière. Et le dernier point, c'était la méconnaissance des participants sur l'IA. C'est-à-dire qu'on a tous un peu l'idée de IA égale ChatGPT égale chatbot. On lui demande un truc, il nous répond, c'est bien, il répond bien, c'est mieux. Mais on n'avait pas forcément une connaissance approfondie de tout ce que peut permettre l'IA. Et du coup, c'est une composante avec laquelle il a fallu avancer et garder en tête pendant tout le process. Donc évidemment, quand on s'est dit on va se lancer dans cette démarche, il a fallu choisir les problèmes principaux qu'on voulait tacler à cette occasion-là. Et donc on en a retenu 3. Le premier, c'est faciliter l'accès par les collaborateurs au contenu des bases documentaires internes. Vous êtes probablement concernés aussi dans la salle par ce genre de problématique. Dans le monde bancaire, évidemment, nous avons moult directives, procédures, etc. Et concrètement, on n'a pas envie que nos collaborateurs deviennent des experts des procédures, en fait.
tout simplement. On veut qu'ils puissent faire leur métier, servir au mieux nos clients, être dans le relationnel et pas passer la moitié de leur journée, comme certains nous l'ont dit, à faire des tâches administratives. Et au-delà de faire ces tâches, trouver finalement la bonne façon de faire ces tâches avec un contexte qui est complexe, des produits complexes, un contexte international, des clients qui sont très internationaux aussi, nomades, et pour lesquels on n'a pas de droit à l'erreur globalement, un niveau d'exigence qui est important. Donc ce premier case, c'était vraiment un case pour répondre aux irritants des équipes qui sont en front client, donc les banquiers privés, leurs assistants, les gestionnaires de portefeuille, qui n'ont pas le luxe, entre guillemets, de pouvoir se tromper et de ne pas répondre dès le premier coup de façon appropriée. Le deuxième, il est plus standard et on en a déjà parlé en début d'après-midi, mais c'est vraiment cette logique de génération de contenu et on voulait aller sur quelque chose de personnalisé. Et enfin, le dernier, donc c'est le process KYC, donc Know Your Customer. Pour la banque, c'est un peu le b.a.-ba. Globalement, il faut connaître nos clients et les connaître dans un niveau de détail qui est assez important. Ce qui, du coup, est forcément un peu pénible pour les clients quand même. On leur demande globalement un peu tout ce qu'ils ont fait, comment ils ont créé leur patrimoine, leur famille, leur société. Enfin, en bref, on leur demande énormément de choses. Et on sait qu'aujourd'hui, l'IA peut être vraiment un gain de temps pour collecter de l'information publique, en fait, tout simplement, la synthétiser, la rendre structurée, accessible. Et donc, ce sont là les trois cases que l'on a traités à travers la méthode Design Sprint. Du coup, quand on a vu toutes ces problématiques qu'on les a mis à plat, on s'est dit qu'est-ce qui va nous permettre d'aller vite, d'avoir des enseignements, de valider et de répondre aux questions qu'on se posait. Et assez rapidement, j'ai parlé à Lydie de la méthode de Design Sprint. Pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, c'est une méthode qui peut être résumée en 3 mots, raccourcisseur de délai. C'est-à-dire qu'on sait tous que pour mettre en place un POC, une première version d'un projet, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut aller plusieurs semaines, plusieurs mois, presque des fois 1 an, voire plus. Là, vous voulez aller très vite. Donc, le Design Sprint permet d'avoir ces enseignements très rapidement. Donc, c'est une méthode qui a été mise en place par Google Venture en 2010 et donc, qui est basée sur les méthodes de design thinking, du Lean Startup, des méthodes aussi de management, de développement, etc. Donc en gros, avec cette méthode-là, on va aller vite de la phase 1 que vous voyez, donc imaginez, à la phase 4 qui est l'apprentissage, parce qu'on va pouvoir tout de suite mettre un peu de valeur, un peu de notre produit dans les mains des utilisateurs. Ça se passe de façon, on va dire, théorique en 5 jours, parce que ça peut être adapté en fonction des contextes. En gros, on va passer par 5 étapes qu'on va driver. On va faire des ateliers qui sont dédiés pour avoir les réponses qu'on va chercher et les informations qu'on va vouloir avoir durant ces différentes étapes. Donc le premier jour, on va comprendre l'écosystème, comprendre le projet, comprendre nos utilisateurs. Le deuxième jour, on va imaginer des solutions aux problèmes qui auront été identifiés. Le troisième jour, on va choisir parmi toutes les solutions qui auront été créées laquelle ou lesquelles on va mettre en place dans notre prototype et ce qu'on va chercher à savoir. Ensuite, le jour 4, on va prototyper. Et le jour 5, malgré la coquille qu'il y a sur la slide, on va tester. L'idée, c'est qu'au bout des 5 jours, on ait les enseignements sur ce qu'on cherchait à savoir. Donc, on a des vrais retours d'utilisateurs, on a mis de la vraie valeur dans leurs mains, et c'est pas juste on a interviewé les gens de l'équipe, qu'est-ce que tu penses, est-ce que le bouton à cet endroit-là c'est bien ou pas. Non, c'est vraiment les utilisateurs finaux qui vont utiliser notre produit qui nous font leur retour tout de suite. Donc, en 5 jours, on a déjà des retours, là où faire un POC, comme je vous l'ai dit, ça aurait pu prendre 6 mois avant d'avoir les premiers retours. Et donc, on peut tout de suite aller sur le projet ou pas, en fonction de ce qu'on aura appris. Donc, pour ce faire, on a besoin d'une équipe. On peut pas le faire, on aurait pu le faire à 2 avec Lydie, mais ça aurait été peut-être un peu moins efficace. Donc, on a sélectionné certains profils pour participer à tout ça. Donc, on a d'abord sélectionné le product owner. Donc, c'était le product owner de chaque projet, c'est ça ? Oui, tout à fait. On avait un profil métier, en fait, qu'on a nommé product owner dès le départ, en se disant si le pilote ne donne rien, tant pis. Mais en tout cas, quelqu'un qui finalement était là pour porter la vision finale du produit et servir aussi un peu d'arbitre, puisque pour décider vite, il faut
être démocratique, mais pas trop quand même. Et donc à un moment donné, voilà, le PO, il avait ce pouvoir de dire, en fait, ça c'est la vision du produit qu'on recherche. Donc une fois que j'ai fait la synthèse de la compréhension du propos de tout le monde, c'est moi qui décide. Et puis ça nous a permis aussi d'avoir l'historique du produit, parce que du coup, tout à fait. Il a la meilleure connaissance du produit. Ensuite, on avait un designer dans l'équipe, parce que c'est quand même... c'est utile, un designer. Ouais, ça peut servir des fois, on ne se rend pas compte, mais... Bon, maintenant, il va y avoir l'IA, on ne servira plus à rien. Mais non, le designer était très important parce que on a sélectionné donc, un designer de chez Monsieur Guise qui ne connaissait pas le produit volontairement pour amener un regard aussi nouveau aux solutions qui allaient être proposées. Donc, on ne voulait pas avoir quelqu'un qui soit trop impliqué dans les produits, dans l'écosystème 1.2.16 pour sortir un petit peu de tout ça. En Product Ops. Oui, en fait, on a voulu se mettre, et c'est aussi la raison pour laquelle on a fait appel à Monsieur Guise, on a voulu se mettre en mode produit tout de suite. En fait, on s'est dit, si ça fonctionne et qu'on a un bon élan et finalement on a trouvé un peu notre marché, on a envie d'y aller tout de suite. Et donc, on a tout de suite embarqué Alexandre, qui est là, dédicace, en tant que Product Ops, pour finalement commencer à créer une logique d'équipe qui allait pouvoir se poursuivre après le Design Sprint. On avait la chance d'avoir un expert IA aussi parmi les participants. Même deux à certains moments. Même deux à certains moments. Ça nous a permis de nous rendre compte des possibilités de l'IA. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on partait avec beaucoup d'a priori sur l'IA, ça génère une réponse à une question. L'IA peut aller plus loin que ça. Et à ce moment-là, l'équipe de participants qu'on avait sélectionnée, étant assez peu mature et beaucoup d'a priori sur le sujet, ça a été un vrai plus finalement d'avoir cet expert. Ça a vraiment recadré les débats. On avait un expert plutôt data IA interne, donc qui du coup était peu sachant des processus métiers, mais qui par contre avait une très bonne connaissance des contraintes qu'on pouvait avoir en termes de sécurité, etc. Et puis on a fait appel aussi ponctuellement à Pierre Deleveille, qui est quelque part par là, qui est venu apporter aussi une vision sur la partie GenAI pure et retour d'expérience. Et donc la combinaison des deux était intéressante. Ça a été un peu trop vite, mais du coup, expert data, Pierre. Alors, en effet, parce que qui dit IA faire une réponse par rapport à de la donnée à aller chercher, ça veut dire que cette donnée doit être structurée. Donc c'est important aussi d'avoir cette expertise sur comment la donnée est bien structurée chez un Suez. Est-ce qu'il va y avoir du travail à faire sur la structuration des données ou pas? Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Pierre pour participer au Design Sprint et nous amener tous ces enseignements. Et le dernier rôle, le plus important. Non, je dirais pas le plus important, mais en fait, c'est un peu le binôme du facilitateur, puisque c'est la courroie de transmission, c'est la personne qui va, par exemple, trouver les utilisateurs qui vont participer aux différentes phases des 5 jours. Et on a beaucoup besoin d'eux, en fait. Ils sont vraiment très importants dans le process de réflexion, de sélection et ensuite de prototypage. Et puis c'est globalement faciliter en fait le fait que l'entreprise, les équipes soient prêtes à participer à ce genre d'exercice. 5 jours, c'est modulable, tu le disais Tony, ça peut être un peu moins, peut-être ça peut être un peu plus en fonction des sujets. Mais en tout cas, c'est un process qui est quand même impliquant. C'est-à-dire qu'en gros, on prend notre casting, on le met dans une salle et on leur dit, en fait, on va passer 3 jours au moins ensemble à ne faire que ça. Et ça, c'est inhabituel dans le quotidien des collaborateurs, mais c'est très transformant aussi. Ça leur a vraiment amené une compréhension de nos process, en fait, du process de création de services digitaux, et c'était aussi un bénéfice additionnel. Maintenant que vous êtes incollable sur le Design Sprint, le plus important dans ce qu'on voulait vous partager principalement, c'est pas tant la méthode, parce que ça on peut la trouver un petit peu partout sur Internet, c'est surtout les enseignements qu'on en a tirés de tout ça. Le premier, c'est ne pas penser IA first. C'est-à-dire qu'on savait au départ, c'était le postulat de départ, que la solution qu'on allait proposer contiendrait de l'IA, mais en tant que facilitateur, j'ai volontairement emmené l'équipe vers des solutions qui ne soient pas de l'IA, pour pas qu'on se retrouve avec juste un chatbot qui va répondre à des questions. L'idée, c'était plutôt de les amener ensuite à réfléchir comment l'IA va permettre d'encore améliorer la solution qu'on a envisagée pour révéler finalement la vraie plus-value de l'IA. Parce que finalement, si c'est juste faire une liste de documents qui sont dans une base de données,
En vrai, peut-être qu'avec juste de l'automatisation, pardon, et pas forcément de l'IA, on aurait pu avoir le même résultat. L'IA, par exemple, nous a permis de dire, je vais analyser le contenu et vérifier que le contenu que je vais pousser au collaborateur d'Indosuez soit adapté à son client, dans le cadre du KYC, par exemple. Donc c'était vraiment sortir de l'IA dans un premier temps pour mieux y revenir après, et pas avoir une liste de solutions avec juste une barre de saisie en bas et des bulles et ChatGPT, quoi. Donc ça, c'était important. Le deuxième enseignement. L'IA générative n'est pas magique. Ça, c'était important aussi parce que on avait, parmi les collaborateurs qu'on a sollicités, il y avait différents niveaux de maturité. Il y avait des gens qui étaient vraiment déjà IA convaincus, utilisateurs ou utilisateurs très réguliers. Et donc, ils avaient probablement des biais, ils avaient des attentes aussi extrêmement fortes par rapport à l'output de ces 5 jours. Et je crois que oui, un des enseignements, c'est attention, il n'y a rien de magique dans cette affaire-là. Il y a quand même une compréhension du process métier qui est sous-jacent. Il y a une compréhension aussi des étapes pour arriver à un résultat qui soit satisfaisant. Et c'est loin d'être un claquement de doigts, même si dans les faits, on arrive quand même à proposer des choses dans des délais qui sont sympas. Je vous parlais de la structure de données tout à l'heure. C'est un des enseignements qu'on a pu noter notamment après, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a lancé les projets, c'est-à-dire que pour que l'IA soit pertinente, il faut qu'elle puisse aller chercher de la donnée. Et pour chercher cette donnée, il faut qu'elle puisse la comparer. Donc, si par exemple, vous avez un Google Drive qui est mal rangé avec tout un tas de documents qui sont mal nommés, etc., l'IA ne pourra jamais aller l'analyser et vous ressortir les données qui vont bien. Par contre, si tout est bien rangé, nommé, etc., ce sera plus facile. Et l'IA pourra vous aider à faire tout ça. Donc la structure de la donnée, c'est vraiment le point le plus important finalement, si on veut commencer à mettre de l'IA dans nos produits. On a déjà un peu évoqué, mais finalement le design sprint, c'est une méthode qui est faite pour construire du service digital, construire des nouveaux business models, etc. Mais ce n'était pas fait pour l'IA. Et donc, c'était un apprentissage aussi de notre séquence, là. C'est que finalement, déjà, ça s'adapte très bien. Enfin, c'est vraiment, moi, pour avoir vécu des design sprints dans d'autres contextes, c'était un peu une découverte de se dire, ah oui, en fait, pour faire un produit IA, ça se prête vraiment bien. Et du coup, avoir quelqu'un qui soit en prise de recul et qui puisse dire, ok, mais là, la solution que vous imaginez, je vous arrête tout de suite. En fait, perdez pas de temps. On a peut-être 2 heures pour imaginer 20 solutions. Là, stop, ça, vous n'y arriverez pas, soit au regard de votre contexte, soit de la techno, enfin peu importe. Et donc, c'était un plus d'avoir cette expertise parmi nous. Et du coup, c'était un peu atypique par rapport à un design sprint traditionnel, j'ai envie de dire. On a noté surtout aussi le retour, je vous disais, les a priori des utilisateurs vis-à-vis de l'IA, que beaucoup d'appétence, beaucoup veulent y aller, ils sont très curieux, mais ils sont aussi très peu matures. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop ce qu'est l'IA, parce qu'ils entendent ce qu'on entend un peu aux infos, à la radio, dans les médias, etc. Donc là, on pensait qu'il y aurait de la défiance. Au contraire, il y avait plutôt de l'engouement. C'est-à-dire que quand on leur demandait est-ce que vous seriez prêt à faire confiance aux résultats qui vont vous être produits par l'IA, tout le monde disait oui, je pense que je vais vérifier une fois au début, mais si je vois qu'il n'y a pas d'erreur assez vite, ils étaient prêts à faire confiance à l'outil. Donc ça, c'est un enseignement qui nous a un peu étonnés au début. On avait un peu de... Ouais, ça nous a étonnés. Ouais. Puis c'était une bonne façon aussi pour nous d'adapter toute la partie acculturation. Parce que c'est également l'équipe Inno qui fait le tour des popotes pour expliquer un peu ce qu'est l'IA, etc. Et en fait, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une forme quand même... dans le monde bancaire, qui est une forme de défiance quand même minimale sur « ah oui, mais une machine ne sera jamais aussi maligne que moi », etc. Et là, en fait, non. Ah, mais c'est super, oui, non, mais très facilement. Moi, je me vois bien travailler avec ça au quotidien. Et je me suis dit, dans l'acculturation, il faut quand même toujours rappeler ce sujet de human in the loop. Donc, ça, vous l'avez lu sans doute partout. Mais finalement, quand on est satisfait de l'expérience avec l'IA, on peut vite basculer de l'autre côté et se dire, en fait, c'est cool, ça marche hyper bien. Pourquoi j'irais passer du temps à contre-checker finalement, je gagne plus tant de temps que ça si je dois tout vérifier. Si, en fait, complètement. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est un peu bluffé des résultats. En fait, plus on est bluffé, plus il faut se méfier, quoi. C'est ça.
Et le dernier enseignement qu'on a pu noter, c'est que les opportunités restent encore nombreuses. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu tester par manque de temps. Il y a des choses qu'on est en train de mettre en place sur les différents produits et on découvre encore de nouvelles opportunités en disant « Ah, on pourrait aller encore plus loin, etc. » L'IA s'améliore aussi au fil de l'eau, les résultats qu'elle propose sont améliorés, les process pour y arriver sont simplifiés, etc. Donc il reste encore énormément d'opportunités à découvrir. Donc peut-être l'occasion de refaire d'autres design sprints, hein, Lydie, si tu veux. Peut-être. J'ai l'impression que j'ai un carnet de commandes design sprint qui s'allonge au fil du temps. Alors, à noter, un design sprint peut susciter plein d'autres design sprints. Parce qu'en fait, dans toute la première phase, les premiers jours, l'enjeu, c'est d'aller écouter les utilisateurs. Qu'est-ce qui se passe quand on écoute les utilisateurs ? Eh ben, ils se plaignent. Ils se plaignent de tout, en fait. Et donc, on ressort avec une liste à la Prévert. On a un cahier des charges de fou. Et donc, on pourrait faire 18 design sprints après. Il y a plusieurs enjeux par rapport à ça. Bien communiquer à vos participants que, attention, participer à un design sprint, c'est pas faire une liste de courses. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas parce qu'on a bien identifié, bien cartographié tous les irritants qu'on peut les traiter, et en tout cas qu'on peut les traiter vite. Et donc, il faut un peu gérer les attentes vis-à-vis de ça. La bonne nouvelle, c'est que nous, sur nos 3 cases, en fait, il y en a 3 qui sont passés quand même sur un mode... il y en a 2 qui sont en développement. Un qui est déjà en production et donc c'est aussi des délais qui sont très enthousiasmants pour les participants parce qu'ils se disent « Waouh, j'ai participé à un truc et hop, ça y est, c'est accessible, c'est pour mes collègues, etc. » Donc, il y a de l'envie, il faut la gérer et en tout cas, c'est un super moyen pour défricher. Ok, merci Lydie, merci à tous pour votre attention. Merci à toi. Merci.